Je vous ai dit sur le chiffre 7 chez Breton, vous ne vous étonnerez pas de voir que L'Amour fou est un livre formé de 7 parties. Et je vous ai déjà parlé aussi de la variété de l'œuvre de Breton en ce qui concerne les genres, sa relation par rapport aux anciens genres littéraires. Et dans le surréalisme, nous avons une conscience particulière et particulièrement intéressante de cette notion de genre. Breton et Éluard, par exemple, nous proposons de substituer aux anciens genres poétiques, comme le sonnet ou la ballade, les exercices de simulation des différentes formes de maladies mentales. Dans L'Amour fou, livre que je peux rattacher au genre général chez Breton des récits autobiographiques, comme Nadja, Les vases communicants et Arcane 17, eh bien, j'ai tout au long de ces 7 parties une différence de genre extrêmement forte. C'est-à-dire que le livre est conçu comme un ensemble musical. Chacune de ces parties, chacun des mouvements de cette suite a une allure différente, un timbre différent. Nous avons déjà vu jouer ce système de composition, presque, qu'on pourrait qualifié de presque à l'insu de ses auteurs, mais presque naturellement dans les champs magnétiques. Vous vous souvenez, les champs magnétiques constituent fondamentalement une semaine d'exercice, à quoi un texte supplémentaire a été rajouté. Et vous vous souvenez du fait que pour varier les différents jours de cette semaine, pour varier ces différents moments, les différentes parties de cette suite, eh bien, Breton est Soupeau, mais nous savons bien que c'est Breton qui tenait la barre, qui était l'initiateur, l'instigateur de tout cela. Breton a choisi des vitesses différentes et que nous avons vu les renseignements précis que nous avons sur ces vitesses dans l'exemplaire commenté paru, dont les annotations ont paru dans la revue Change. Eh bien, avec L'Amour fou, nous avons une forme qui est plus riche encore parce que non seulement chacun des 7 chapitres correspond à un tempo différent, mais correspond véritablement à un genre littéraire différent. Et seuls certains de ces chapitres sont véritablement des textes autobiographiques. Nous avons déjà vu cela et dans Nadja, mais surtout dans Les vases communicants. Nous avons vu dans Nadja, l'histoire de Nadja elle-même est un centre et avant l'histoire de Nadja, nous avons le récit d'un certain nombre d'anecdotes permettant d'éclairer ce que Breton appellera plus tard le hasard objectif. Et à la fin, la grande envolée lyrique pour cette femme qui n'est pas nommée et que nous retrouverons sous le nom de X dans Les vases communicants. Dans Les vases communicants, nous avons vu que la partie proprement autobiographique, c'est la seconde partie, la partie où les femmes communiquent entre elles, où Breton se promène de regard en regard. Et cette partie proprement autobiographique est entourée par 2 essais. Un essai dans lequel Breton s'efforce d'être aussi scientifique que possible, c'est l'essai sur le rêve, la première partie, et dans la dernière partie, un essai qui est plutôt du type manifeste. Eh bien, dans L'Amour fou, nous avons ainsi 7 chapitres qui vont correspondre chacun, qui vont être chacun un exemple d'un genre surréaliste, si vous voulez, différent. Ces chapitres constituent en même temps, ces 7 moments, constituent en même temps une sorte de journal intime. Nous voyons le livre se constituer peu à peu. Et Breton, à plusieurs reprises, nous dit que telle chose lui est arrivée, telle aventure lui est arrivée, après qu'il eut déjà rédigé le premier chapitre
ou le second chapitre. Nous avons ainsi le sentiment de voir le livre se faire. Et vous pourrez me demander, est-ce que Breton a décidé au point de départ d'écrire un livre en 7 parties? Mais le livre lui-même nous oblige à nous apercevoir de la vanité d'une telle question. C'est un livre qui se constitue à la fois spontanément et consciemment. Peut-être bien que Breton a voulu confusément, dès le départ, avoir un livre en 7 parties qui se promène ainsi de couleur en couleur, si vous voulez, un livre arc-en-ciel. Mais encore fallait-il que la réalité puisse lui fournir l'inspiration nécessaire pour remplir cette structure qui était seulement entrevue au point de départ. D'autre part, cette structure entrevue va transformer la réalité. Et donc, certains événements qu'il va rencontrer vont lui apparaître dans une couleur nouvelle et revêtir une importance nouvelle parce qu'il sait qu'il va pouvoir utiliser ces événements à l'intérieur de son livre. Eh bien, ces 7 chapitres ces 7 morceaux n'ont pas de titre, mais je vais essayer de vous les décrire brièvement l'un après l'autre pour que vous vous rendiez compte du fonctionnement de cette espèce de gamme ou d'arc-en-ciel qu'est l'amour fou. Le premier chapitre est conçu comme une introduction à l'ensemble. Il a été écrit le premier, nous le savons, c'est un de ces préludes lyriques, comme nous en avons déjà beaucoup d'exemples dans d'autres livres de Breton. Et c'est ce qu'il y a de curieux dans ce premier chapitre, qui est un de ces préludes qui va aboutir à une reformulation de la grande phrase célèbre sur laquelle se termine Nadja, la beauté sera convulsive ou ne sera pas, qui va être précisée à la fin de ce premier chapitre de la façon suivante: la beauté convulsive sera érotique voilée, explosante fixe, magique circonstancielle ou ne sera pas. Et le chapitre va nous expliquer cela, va nous exposer les raisons de toutes ces précisions. Mais ce chapitre va commencer par la description d'une espèce de scène fantastique. Nous avons vu à quel point la rue de Paris est un théâtre pour Breton. Nous avons déjà vu le rôle fondamental que jouent les entrées de certains personnages. Par exemple, je vous rappelle, dans Nadja, nous avons la véritable scène de théâtre, qui est la scène de théâtre sur laquelle nous assistons à une représentation des détraqués, avec l'entrée de la femme fatale au regard irrésistible, qui s'appelle Solange. Et puis ensuite, nous avons vu plusieurs descriptions de l'entrée de Nadja à l'intérieur d'un certain lieu. Nous avons vu dans les vases communicants, dans la seconde partie, les entrées des regards à l'intérieur de tel ou tel café. Donc, il y a, dans la façon dont Breton raconte les choses, il y a quelque chose de tout à fait scénique. Il y a quelque chose qui se rappelle considérablement du théâtre. La métaphore de l'existence comme théâtre ou de la rue, de la place de ville comme un théâtre est quelque chose qui joue constamment chez lui. Et ce premier texte s'ouvre comme une pièce de théâtre, ou même plutôt qu'une pièce de théâtre, il s'ouvre comme s'ouvre le rideau sur une revue. Une de ces revues qu'on peut voir, par exemple, dans des établissements du quartier Montmartre, qui est le quartier général de Breton. Les Folies Bergères, si vous voulez, qui n'est pas loin du tout du café Cyrano, à côté du Moulin Rouge, où
Breton et ses amis se sont réunis si longtemps. Alors, il commence par nous décrire la vision, si vous voulez, d'un lever de rideau. Ce lever de rideau, c'est l'apparition de 5 personnages, de 7, voyons, de 7 personnages masculins habillés en noir que Breton intitule les Boys du Sévère. Et il les voit d'abord sur un théâtre, et puis le décor sur un banc, et le décor change peu à peu, il les voit se promener le long de la mer. Puis, après une pièce qui pour lui n'a pas d'importance, il va voir aux 7 hommes du début, c'est presque une structure de conte de fées, aux 7 hommes du début vont répondre 7 femmes, toutes très belles évidemment, avec des robes de couleur, et nous pouvons très bien imaginer qu'elles ont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et Breton analyse lui-même ces 7 hommes et ces 7 femmes, d'une façon évidemment provisoire. Les 7 hommes, c'est lui-même, lors de chacun de ses amours, et les 7 femmes, ce sont les 7 femmes qu'il a aimées. Bien sûr, si nous suivons les aventures de Breton, nous pouvons voir qu'il a aimé plus de 7 femmes, qu'il y a les 3 principales qu'il a épousées, n'est-ce pas? Simone, Jacqueline, dont nous allons faire connaissance aujourd'hui, et puis Élissa, qui sera la femme d'Arcane 17, mais il y en a bien d'autres qu'il a rencontrées. Il est facile par conséquent de trouver un jeu de 7 dames à l'intérieur de la vie de Breton, de 7 dames et quelques autres encore, car Breton nous dit que ce sont 7 personnages ou 9. Si vous voulez, c'est un chiffre 7 qui se renouvelle, c'est un chiffre 7 qui peut augmenter ainsi indéfiniment. Ces 7 personnages, ces 7 gardiens du début de la scène, Breton nous dit que c'est lui-même à la recherche de ces femmes, ou plus exactement de la femme unique. Mais, évidemment, pour nous, ce sont aussi d'autres personnages. Ce sont les initiateurs de Breton. Ce sont ces personnages, ces grands frères, si vous voulez, qu'il va suivre perpétuellement. Les grands frères que sont Jacques Vacher, Rimbaud, Lautréamont, naturellement, etc. Tout cet ensemble d'ancêtres, si vous voulez, qui est perpétuellement, dont les armures ou dont les portraits en pied demeurent perpétuellement à l'intérieur du château mental de Breton. Le deuxième chapitre est un article qui vient de la revue Minotaure, et c'est aussi un genre surréaliste tout à fait caractéristique. C'est le commentaire d'une enquête qui avait eu lieu dans cette revue, une enquête proposée à un certain nombre de gens, qui était une enquête sur la signification de la rencontre à l'intérieur de l'existence. Troisième chapitre, vous voyez, on entre de plus en plus dans l'autobiographique. Dans le chapitre sur la rencontre, Breton va évoquer un certain nombre d'épisodes de sa vie. Dans le chapitre suivant, même dans le premier chapitre, il y a quelques allusions à des événements de sa vie, à des rencontres et à des objets trouvés. Le troisième chapitre est un chapitre qui est consacré à 2 trouvailles. Nous avons déjà vu Breton se promener au marché aux puces, dans Nadja, et en ramener des objets étranges. Eh bien, dans le 3e chapitre de L'Amour fou, nous avons une nouvelle visite au marché aux puces en compagnie du sculpteur Giacometti qui joue
à ce moment-là le rôle de frère, hein, ce rôle de frère que nous avons vu tenu par Soupeau, à certains moments par Éluard, au moment de l'Immaculée Conception. Ici, c'est Giacometti, et au marché aux puces, Breton et Giacometti découvrent deux objets étranges, un masque de fer d'une part, et d'autre part une grande cuillère munie d'un petit soulier au bout de son manche, et que Breton va appeler la cuillère Cendrillon. Puis nous entrons au cœur du livre, puisque c'est un livre en 7 parties, c'est le chapitre 4 qui est le chapitre central, et c'est là que Breton va faire sa grande trouvaille et sa grande rencontre. C'est là que Breton va enfin découvrir l'Ondine qu'il cherche depuis les vases communicants, une femme dont les yeux, eh bien, vont le reconnaître. Alors, cette quatrième partie, on l'appelle en général la nuit du tournesol, parce que, après cette nuit, Breton va se rendre compte le matin, en se rasant, il se rendra compte qu'un poème qu'il a écrit des années auparavant a en quelque sorte déjà raconté cette nuit extraordinaire. Il y a une structure, si vous voulez, qui est déjà là et qui va se réaliser par cette nuit. Vous comprenez bien que c'est parce que cette structure se réalise que la cristallisation amoureuse se réalise aussi bien. Nous avons vu dans les vases communicants, à partir de la promenade à l'intérieur des rues de Paris, hein, la femme de Paris se constituait peu à peu, à partir des lambeaux, si vous voulez, ou des détails que la promenade ou la flânerie va arracher ou va cueillir plutôt sur les femmes qui passent. Telle main, tel regard, tel cheveu constituent peu à peu une image féminine, une figure féminine qui est la figure féminine désirée. Et l'amour va se fixer à partir du moment où Breton va rencontrer une femme qui correspond à la figure féminine désirée. Nous avons ici donc la constitution, si vous voulez, d'une structure féminine. Et nous avons la rencontre de cette structure préalable avec un être vivant qui va la remplir, qui va l'animer. Mais cette structure peut être formée d'autre chose que d'un corps féminin ou d'une conduite féminine. Cette structure peut être la structure même d'une promenade à l'intérieur de Paris. Nous pouvons très bien imaginer Breton se promenant dans Paris et peu à peu constituant la promenade parfaite, si vous voulez, à l'intérieur de la ville de Paris. De même qu'il constitue peu à peu la femme qu'il voudrait, il devient peu à peu capable de savoir quelle femme il voudrait. Si vous voulez, son désir, qui est obscur d'abord, devient peu à peu lumineux par l'intermédiaire de cette promenade, de cette quête qui est rendue beaucoup plus efficace, nous l'avons vu, par l'ennui. Les textes de Breton détestent s'ennuyer, mais pour que les grands événements arrivent dans la vie de Breton et pour que les grands textes arrivent dans les livres de Breton, il faut qu'il y ait eu ennui. Eh bien, la constitution de la femme désirée, si vous voulez, le projecteur qui va peu à peu faire sortir de l'ombre la femme désirée, ce projecteur peut se constituer à travers d'autres objets, peut fonctionner à propos d'autres objets. La femme étant la trouvaille par excellence. Mais les objets qui sont rencontrés au marché aux puces
peuvent être aussi interprétés comme la rencontre à l'extérieur, au milieu de ce marché, d'un objet qui a commencé déjà depuis longtemps à se constituer au cours d'autres promenades. Et l'existence même, la promenade à l'intérieur de la ville de Paris, va peu à peu prendre corps. Elle va peu à peu devenir lumineuse. Breton, se promenant à Paris ou ailleurs, va distinguer ici et là des détails qui l'intéressent particulièrement. Ainsi, peu à peu va se constituer la structure de la promenade désirée. Vous pensez bien que dans la structure de la promenade désirée, il y a à un moment nécessairement la rencontre de la femme désirée. Ainsi, ce chapitre, La nuit du tournesol, vous voyez qu'on peut l'expliquer d'une façon qui est tout à fait rationnelle. Breton, pendant sa jeunesse, a déjà commencé depuis longtemps à constituer ce modèle idéal de promenade à l'intérieur de la ville de Paris. Et c'est ce modèle idéal de promenade à l'intérieur de la ville de Paris qui est esquissé dans le poème Tournesol. C'est ce qui a déjà été esquissé dans le poème Tournesol qui, étant considérablement éclairé par toutes sortes d'aventures, va finalement se réaliser lors de la nuit du tournesol, et l'on comprend bien que cette rencontre, que cette réalisation provoque une fixation érotique extraordinairement forte, ce que Breton appelle l'amour fou. Une fois cette grande rencontre trouvaille produite, eh bien, Breton va épouser celle qu'il appelle la toute-puissante ordonnatrice de la nuit du tournesol. Et à partir de ce moment-là, ils partent pour les pays du soleil. 5e chapitre, un grand hymne à la nature tropicale à travers une promenade aux îles Canaries, où leur ami, un peintre surréaliste remarquable, Oscar Dominguez, les a fait venir. Et cette promenade aux Canaries culmine, c'est le cas de le dire, dans une ascension sur la plus haute montagne des Canaries qui s'appelle le pic du Teide et qui deviendra un symbole géographique de ce fameux point central dont il est question dans le second manifeste du surréalisme, à partir de quoi la réalité nous apparaît tout autrement, se dispose sous nos yeux. Mais l'amour le plus fou n'est pas encore complètement celui qu'on désire. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients, même, il y a des petits problèmes, même dans l'amour le plus fou. C'est ce que va nous exposer la 6e partie et que nous regarderons avec notre esprit vicieux, naturellement, que nous regarderons demain. C'est une promenade au retour en France, non seulement au retour en France, mais au retour dans la maison des parents. Dans cette ville au nom tellement ambigu, qui s'appelle Lorient. Et aux environs de Lorient, Breton et Jacqueline vont se promener près d'un vieux fort qui s'appelle le fort Bloqué. Et c'est une promenade pendant laquelle tout se passe mal. Ils sont de très mauvaise humeur tous les deux et ils ne comprennent pas pourquoi. Et Breton essaiera d'analyser ce qui se passe. Et enfin, dans le 7e chapitre, nous avons une lettre de Breton à sa fille, sa première et seule fille, qui vient de naître. Et il s'adresse à elle, il lui adresse une lettre qu'elle devra lire quand elle sera plus grande, quand elle aura 16 ou 20 ans.
Cette petite fille est la conséquence de la nuit du tournesol, de la grande rencontre que nous allons maintenant examiner. Alors, Breton était en vacances d'amour. Il vivait tout de même, comme il nous le rappelle lors d'une phrase, il vivait quand même avec une femme, mais ce n'était pas ça du tout. C'était une femme, si j'ose dire, une femme pis-allée. Ce n'était plus Simone, ce n'était pas Nadja, ce n'était plus X. Quant aux femmes regards des vases communicants, eh bien, comme vous le savez, rien n'avait réussi à se fixer. Mais, le 29 mai 1934, alors que Breton est, comme d'habitude, installé avec quelques amis au café, entre en scène une nouvelle femme, scandaleusement belle. Elle est tellement belle que Breton va... Ce moment de l'entrée en scène est tellement important que Breton va le redire 3 fois. Nous avons là un très beau passage un très beau procédé, n'est-ce pas, de présent narratif qui revient ainsi sur lui-même. Cette jeune femme qui venait d'entrer était comme entourée d'une vapeur, vêtue d'un feu. Tout se décolorait, se glaçait auprès de ce teint rêvé sur un accord parfait de rouillé et de vert. L'ancienne Égypte. Une petite fougère inoubliable rampant au mur intérieur d'un très vieux puits, le plus vaste, le plus profond et le plus noir de tous ceux sur lesquels je me suis penché, à Villeneuve-les-Avignon, dans les ruines d'une ville splendide du XIVe siècle français, aujourd'hui abandonnée aux Bohémiens. Ce teint jouait en se fonçant encore du visage aux mains sur un rapport de ton fascinant entre le soleil extraordinairement pâle des cheveux en bouquet de chèvrefeuille. La tête se baissait, se relevait, très inoccupée, et le papier qu'on s'était fait donner pour écrire, dans l'intervalle d'une robe si émouvante peut-être, à cet instant que je ne la vois plus. C'était quelque être très jeune, mais de qui ce signe distinctif ne s'imposait cependant pas à première vue, à raison de cette illusion qu'il donnait de se déplacer en plein jour dans la lumière d'une lampe. Je l'avais déjà vu pénétrer 2 ou 3 fois dans ce lieu. Il m'avait à chaque fois été annoncé avant de s'offrir à mon regard par je ne sais quel mouvement de saisissement d'épaule à épaule, ondulant jusqu'à moi à travers cette salle de café depuis la porte. C'est-à-dire, lorsqu'elle entre dans le café, elle était déjà entrée plusieurs fois dans le café, mais lorsqu'elle entrait, ce n'était pas elle qu'il avait vue au début. Il avait vu, si vous voulez, son champ magnétique, les ondes qu'elle produisait à l'intérieur du public du café. Les personnes qui étaient là se mettaient à bouger d'une certaine façon. Et ce mouvement, ces ondes des épaules, étaient provoquées par l'apparition du nouveau, si vous voulez, ou la reconnaissance du très ancien sous une nouvelle forme. C'est l'apparition de la fée ou de l'enchanteresse. Avant cette première version de la grande entrée, Breton, dans ce chapitre, commence ce chapitre par un prélude dans lequel il nous explique qu'il a beaucoup de mal à croire à ce qui lui est arrivé, mais que tout de même il veut le raconter, qu'il n'exige pas de nous que nous le croyions, qu'il veut simplement que nous croyions à sa bonne foi, etc. Il fait tout ce qu'il peut ainsi pour mettre sa narration dans le bain du conte fantastique. C'est exactement le même procédé qui est employé dans certains passages de Nadja. Procédé qui va lui permettre de nous faire sentir comme extraordinaires des événements que, s'il les avait racontés autrement, nous aurions pu trouver tout à fait banals. C'est l'extraordinaire ici est le produit d'une structure particulière. C'est cette structure que nous retrouverons dans le poème. Alors, ce mouvement, produit par l'apparition
du nouveau désiré, ce mouvement, il se manifeste comme hostilité. Ce sont des vagues d'inquiétude. Ce sont les replis, si vous voulez, de la bête contemporaine, de la méchanceté des gens qui sont dans les cafés. C'est ce serpent qui va se recroqueviller devant l'apparition de la Vierge. Vierge, non pas vierge au sens vulgaire du mot, mais une vierge qui sera la femme à l'étoile. Ce mouvement, le mouvement de repli des épaules, dans la mesure même où agitant une assistance vulgaire, il prend très vite un caractère hostile, que ce soit dans la vie ou dans l'art, m'a toujours averti de la présence du beau. Le beau, c'est donc ce que craignent les méchants. C'est ce que craignent les médiocres, c'est ce que craignent ceux qui ont pactisé avec les mauvaises puissances de la vie contemporaine, ceux qui seront incapables donc de toute révolution ou révélation. Et je puis bien dire qu'à cette place, le 29 mai 1934, cette femme était scandaleusement belle. Une telle certitude, pour moi assez exaltante à cette époque par elle-même, risquait d'ailleurs fort de m'obséder durant le temps qui s'écoulait entre ces apparitions réelles, puisqu'une intuition très vague, dès les premiers instants, m'avait permis d'envisager que le destin de cette jeune femme pût un jour, et si faiblement que ce fût, entrer en composition avec le mien. Je venais d'écrire quelques jours plus tôt le texte inaugural de ce livre, le premier chapitre, Les Boys du Sévère et les 7 femmes, aboutissant à la beauté convulsive, érotique voilée, explosante fixe et magique circonstancielle. Ce texte inaugural de ce livre, qui rend assez bien compte de mes dispositions mentales, affectives d'alors, besoin de concilier l'idée de l'amour unique et sa négation plus ou moins fatale dans le cadre social actuel, souci de prouver qu'une solution plus que suffisante, nettement excédente des problèmes vitaux, peut être toujours attendue de l'abandon des voies logiques ordinaires. Puis, après un assez long paragraphe, nous revenons à ce moment, si vous voulez, qui est un moment d'éternité pour Breton, un moment qui ne peut plus passer. Et malgré ce qui se produira au fort bloqué, malgré cette fissure qui ne sera que la première fissure à l'intérieur d'un ménage où il y aura au bout de quelques années un divorce, par conséquent, cet amour n'est pas du tout aussi solide que Breton le voudrait, et pourtant ce moment est un moment de révélation qui, lui, ne peut pas passer. Cette femme qui venait d'entrer écrivait donc. Elle avait également écrit la veille, et même je m'étais plu très vite à penser qu'elle m'écrivait. Surpris, ensuite, à attendre sa lettre. Naturellement, rien. À 7h30, le 29 mai, son retour à une telle attitude. Vous voyez, l'entrée, c'est la rentrée de quelque chose. La vision, c'est la vision du nouveau, c'est la vision de quelque chose qui avait été déjà vu, mais qui avait été oublié, refoulé, etc. Le nouveau, donc, c'est le renouvellement de l'ancien. Cette apparition, cette entrée en scène de la femme, c'est un moment où le temps s'abolit, si vous voulez. Il y a quelque chose de très platonicien là-dedans. On voit très bien là comment le passé et l'avenir, eh bien, se mettent à brûler en quelque sorte dans un seul moment, ce moment qui est la porte, on peut dire, d'un nouveau monde, la porte de l'autre monde à l'intérieur de celui-ci. À 7h30, le 29 mai, son retour à une telle attitude, à nouveau le plafond, la plume, un mur, le plafond. Jamais son regard ne rencontrait le mien. C'est le regard qu'il cherche et qui va au plafond et puis qui revient sur le papier. Me causait une légère impatience. Pour peu que je bougeasse, les yeux longtemps levés ne sciaient pas, ou presque.
À quelques mètres de moi, ils jetaient leur long feu absent d'herbe sèche, et le buste le plus gracieux qui soit recommençait à régner sur l'immobilité. Je sentais me posséder peu à peu le tourment d'une interrogation qui s'accommodait mal de rester muette, comme cette minute m'est proche. Je sais si peu ce qui me guidait. Et puis, les gens s'en vont, il va se trouver seul avec elle. Mais avant de se trouver seul avec elle, il y a un troisième retour au moment fondamental. Cette femme qui venait d'entrer allait bientôt se retrouver dans la rue où je l'attendais sans me montrer. Dans la rue. Voilà le vrai théâtre. Le café, ce n'est que la coulisse. Le vrai théâtre, c'est la rue. Elle va sortir dans la rue et Breton, alors, va la voir véritablement. L'admirable courant du soir faisait miroiter comme nul autre cette région la plus vivante et par instants la plus trouble de Montmartre. Et cette silhouette devant moi qui fuyait, interceptée sans cesse par de mobiles buissons noirs. L'espoir, au reste quel espoir, ne faisait déjà plus volter à mes côtés qu'une très petite flamme d'éteinte. Et les trottoirs bifurquaient inexplicablement tour à tour, selon un itinéraire aussi capricieux que possible. Contre toute apparence, je me demandais si je n'avais pas été aperçu. Pour qu'on m'entre aperçu naturellement par la jeune fille qui s'en va dans cet itinéraire si compliqué. Si je n'avais pas été aperçu pour qu'on m'entraînât ainsi dans le plus merveilleux chemin des écoliers. Il finit tout de même par me mener quelque part, à une station quelconque de véhicule, un pas de plus, de moins, et, fort étonné, le visage, que j'avais follement craint de ne jamais revoir, se trouvait tourné vers moi de si près, que son sourire, à cette seconde, me laisse aujourd'hui le souvenir d'un écureuil tenant une noisette verte. Les cheveux, de pluie claire sur des marronniers en fleurs, elle me dit qu'elle m'avait écrit. Cette lettre de tout à l'heure m'était destinée. S'étonna qu'on ne me l'eût pas remise, et comme j'étais hors d'état de songer alors à la retenir, prit très vite congé de moi, en me donnant rendez-vous ce même soir à minuit. Je glisse sur les heures de tumulte qui suivirent. Eh bien, évidemment, nous nous les retrouvons à minuit. Et alors, ça c'est une nuit merveilleuse, avec une promenade à travers Paris qui se trouve être une promenade idéale. Depuis Montmartre, par conséquent, depuis un café qui s'appelle le Café des Oiseaux, ils descendent et ils arrivent dans le quartier des Halles. Et le quartier des Halles, à 1h du matin, apparaît d'une beauté extraordinaire. Malheureusement, les Halles ont changé de place. Mais mon regard des magnifiques cubes blancs, rouges, verts des primeurs glisse malencontreusement sur le pavé luisant de déchets horribles. C'est aussi l'heure où des bandes de fêtards commencent à se répandre en ces lieux pour y finir la nuit dans quelques petits torchons renommés, c'est-à-dire un petit bistrot, jetant dans la cohue robuste et franche du travail la note noire, mousseuse et équivoque des tenues de soirée, des fourrures et des soies. Allons, c'est seulement dans les contes qu'il est impossible au doute de s'insinuer qu'il n'est pas question de glisser sur une écorce de fruits. Et puis ensuite, ils vont à la Tour Saint-Jacques. Tour Saint-Jacques que Breton aime beaucoup depuis longtemps. Et les lieux que Breton préfère ainsi s'enchaînent dans cette promenade qui réalise la promenade rêvée. De la Tour Saint-Jacques, on traverse la Seine, on passe sur le pont Neuf, on arrive au quai aux fleurs, et les fleurs sont aussi belles, le marché aux fleurs, c'est aussi beau que dans Émile Zola. C'est merveille de les voir, toutes ces fleurs, une dernière fois rassemblées par espèces sur le toit des voitures qui les amènent, tout engourdies aussi par la nuit et si pures encore de tout contact, etc. Et au milieu de ces fleurs, évidemment, la femme apparaît comme la maîtresse de la nature, comme celle qui l'a cherchée depuis si longtemps.
fontaine claire, où tout le désir d'entraîner avec moi un être nouveau se reflète et vient boire, tout le désir de reprendre à deux, puisque cela n'a encore pu se faire, le chemin perdu au sortir de l'enfance et qui glissait, embaumant la femme encore inconnue, la femme à venir entre les prairies. Est-ce enfin vous, cette femme? Vous voyez, la femme est déjà considérablement déterminée avant qu'elle apparaisse. Et la promenade est considérablement déterminée, elle aussi, avant qu'elle se réalise. Est-ce enfin vous, cette femme? Est-ce seulement aujourd'hui que vous deviez venir? Tandis que, comme en rêve, on étale toujours devant nous d'autres parterres, vous vous penchez longuement sur ces fleurs enveloppées d'ombre, comme si c'était moins pour les respirer que pour leur ravir le secret. Leur secret et un tel geste à lui seul est la plus émouvante réponse que vous puissiez faire à cette question que je ne vous pose pas. Cette profusion de richesses à nos pieds ne peut manquer de s'interpréter comme un luxe d'avance que me fait, à travers elle, plus encore nécessairement à travers vous, la vie. Et d'ailleurs, vous, si blonde, physiquement si attirante au crépuscule du matin, c'est trop peu dire d'ajouter que vous ne faites qu'un avec cet épanouissement même. Mais c'est seulement un peu plus tard que Breton est absolument sûr que c'est bien elle et que par conséquent, il va décider de l'épouser malgré tous ses préjugés contre le mariage et surtout d'avoir d'elle un enfant malgré tous ses préjugés contre les responsabilités de l'état de père de famille. C'est en effet quelques jours plus tard, Breton est en train de se raser devant son miroir. Un des premiers matins qui suivirent cette longue promenade nocturne dans Paris, je procédais à ma toilette sans accorder à ces derniers épisodes la moindre attention consciente. J'ai d'ailleurs coutume de n'agiter pour moi-même à ce moment aucune des questions qui m'importent. En général, mon esprit demeure tout abandonné à la distraction, au point de ne s'occuper qu'à rassembler quelques paroles de chansons. Le souvenir musical me faisant presque complètement défaut, paroles auxquelles il m'arrive de prêter une trame vocale extrêmement timide, surtout quand elles me sont parvenues portées par de très vieux airs ou encore lorsque s'y joue le soleil de 10 heures des opérettes d'Offenbach. Voilà une merveilleuse révélation. Nous savons dans tous les livres nous ont expliqué que Breton détestait la musique. Mais nous avons déjà vu que l'oreille joue un rôle chez Breton considérable. Il y a donc un malheur musical de Breton. La haine que Breton porte à la musique, ou le mépris qu'il porte à la musique, c'est le renversement d'un amour malheureux. Nous voyons ici que lorsque Breton fait quelque chose à quoi il prétend ne pas accorder d'importance, et pourtant Breton était toujours très bien rasé, c'était toujours un homme qui se tenait très bien. Par conséquent, se raser le matin, c'était pour lui très important. Eh bien, nous apprenons que lorsqu'il se rase le matin, Breton chante. Cette trame extrêmement timide, une trame vocale extrêmement timide, vraisemblablement, il ne chantait pas très juste et il était honteux de la voix qu'il avait. Et pourtant, il y a là un moment, au début du matin, ou au début de la journée, un moment où la chanson, et en particulier des chansons que les autres vont mépriser, les chansons d'Offenbach, mais ce qui est lié à une vie parisienne tout à fait caractéristique, qui est exactement la vie parisienne des naturalistes, décrite par les naturalistes Zola, Huysmans, et qui correspond à ce quartier qu'il aime tellement, le quartier des grands boulevards, le quartier qui va de Montmartre aux Halles. Et il y a là un signal musical très important. Quelquefois, ce ne sont pas des fragments d'opérette d'Offenbach qu'il fredonne, quelquefois ce sont des poèmes qui lui reviennent. Ce sont des poèmes qui se recomposent ainsi plus ou moins lentement. Et le plus remarquable en ce qui les concerne est qu'ils surgissent à ma mémoire presque toujours précédés de l'intonation que je donne à leur lecture à haute voix, dont au reste quelque chose persiste aussi à la lecture des yeux. C'est-à-dire que c'est la musique des poèmes qui lui revient à ce moment-là, avant même
que les mots soient identifiés et évidemment avant même que les significations soient identifiées. Eh bien, par le détour, par la fissure de la chanson, ainsi, ce matin-là revient à sa mémoire un poème qu'il avait refoulé. C'est ce poème Tournesol dont il nous dit qu'il ne lui plaisait pas. Ce poème avait ceci de particulier qu'il ne me plaisait pas, qu'il ne m'avait jamais plu, au point que j'avais évité de le faire figurer dans 2 recueils plus tard, un livre dans lequel j'avais eu dessein de réunir à d'autres ce que je tenais pour mes meilleurs poèmes d'alors, c'est le livre intitulé « Le revolver à cheveux blancs », et d'une part, une petite anthologie poétique du surréalisme d'autre part. Alors, c'était un poème qu'il avait écrit en 1923 et qui revient frapper à la porte. Et Breton finit par reprendre le texte dans son exemplaire de Clair de terre et il est stupéfait parce qu'il reconnaît dans ce poème toute sa promenade de la nuit. La voyageuse qui traversa les halles à la tombée de l'été, marchait sur les pointes des pieds, le désespoir roulait au ciel ses grands arômes si beaux, etc. Et Breton va faire un long commentaire de ce poème pour indiquer que c'est un poème qui est très intéressant parce qu'il nous montre comme une lecture idéale d'un poème de Breton par Breton. Et il va nous commenter tout ce poème vers après vers, en nous expliquant que tout dans ce poème correspond à ce qui s'est passé dans la nuit du tournesol. Et nous pouvons en conclure, il se rend compte que la promenade de la nuit du tournesol, eh bien, va réaliser une structure qui existe depuis très longtemps à l'intérieur de son imagination. Alors, le désir est débordant, c'est-à-dire que nous allons toujours au-delà, nous voulons toujours aller au-delà de ce qui apparemment pourrait nous satisfaire. Nous ne rêvons pas les rêves que nous voudrions rêver. Et c'est cela, si vous voulez, sur quoi médite la première partie des vases communicants. Les rêves, selon la doctrine freudienne, sont la réalisation ou l'essai de réalisation de nos désirs. Mais premièrement, nous ne reconnaissons pas très souvent ces désirs comme étant des désirs. C'est grâce à une analyse seulement que nous pourrons découvrir à partir des rêves quels sont nos désirs. Mais on ne peut pas opposer d'une façon tout à fait simple le rêve d'une part et puis la réalité d'autre part. La réalité étant ce qui est malgré nous, et les rêves nous disant ce que nous désirons, et on peut dire c'est presque ce que nous désirons malgré nous aussi. C'est pourquoi, à partir du rêve, à partir du moment où l'on commence à s'intéresser au rêve, à s'interroger sur le rêve, à interroger le rêve, il y a un rêve d'un second degré. Il y a un rêve sur le rêve. C'est-à-dire, non seulement il faut tenir compte des rêves que je fais effectivement, des rêves réels, si vous voulez, rêves réels qui vont creuser la réalité du jour, mais il faut même faire intervenir un rêve du rêve. Ce rêve à l'intérieur du rêve, c'est ce que Breton trouve dans le deuxième rêve commenté dans la première partie des vases communicants. Là, il voit une partie du rêve qui est considérée par le rêveur comme étant du rêve. Alors, il ne suffit pas d'opposer simplement rêve et réalité, il va falloir dialectiser cette opposition
Alors, opposé à une certaine réalité, d'abord un premier niveau de rêve, qui est le rêve que nous faisons effectivement et dont nous pouvons rendre compte le lendemain matin en notant notre rêve au réveil. Mais à partir de ce rêve-là, eh bien, quelque chose se creuse de nouveau. Il y a, en opposition avec les rêves que nous faisons effectivement, les rêves que nous rêverions de rêver. Et parmi ces rêves, cette idée d'un rêve dont on rêverait, d'un rêve au second degré, il y a évidemment ce dont il est fait allusion dans les premières pages des vases communicants, le rêve dans lequel on rencontrerait la nuit la femme que l'on aime dans la journée et dont le roman de Georges Dumouriez, Peter Ibbetson, et puis le film qui en a été tiré, donne une réalisation mythique, si vous voulez, extraordinaire. Alors, le rêve va par conséquent être perpétuellement projeté au-delà de lui-même. Le rêve est une réalisation de désir et nous pouvons analyser, en nous servant de techniques psychanalytiques, nous pouvons analyser ce qui cherche à se réaliser, analyser ce qui cherche à se réaliser dans le rêve, mais à ce moment-là, nous mettons en évidence un second degré. À partir de ce qui cherche à se réaliser effectivement dans ce rêve, il y a la possibilité d'un autre rêve, si vous voulez, de même que lorsque Breton se promène dans les rues de Paris, il lit, il cueille dans la rue de Paris les éléments féminins qui vont lui permettre de constituer la femme qu'il désire, cette œuvre qui est une sorte de texte, si vous voulez, les différents détails étant des mots qui vont être liés dans la phrase femme. Cette phrase femme que l'on va pouvoir quelquefois rencontrer, une femme réelle va pouvoir réaliser ce désir mieux que toutes les femmes que nous rencontrerions dans des rêves. Nous avons vu que, avec le passage de la nuit du tournesol, non seulement c'est la femme qui va se constituer peu à peu, qui va se dessiner peu à peu comme objet du désir et qui va être rencontrée un jour, mais que cette rencontre elle-même va pouvoir s'esquisser peu à peu, que les différentes promenades de Breton dans les rues de Paris vont peu à peu lui permettre de constituer une promenade qui est la promenade qu'il voudrait faire. Et lorsqu'il fait cette promenade qu'il voudrait faire avec la femme qu'il voudrait rencontrer, évidemment, une fixation formidable et une multiplication de l'énergie se produisent. De même, à partir des rêves que nous faisons en réalité, à partir des rencontres que nous faisons en rêve chaque nuit, eh bien, s'esquisse peu à peu une nouvelle structure qui est le rêve dont nous rêvons. Le rêve, par conséquent, sur lequel nous voudrions agir. Ce rêve dont nous rêvons, dont la principale caractéristique est que dans ce rêve, nous allons y rencontrer la femme aimée qui va nous mener vers d'autres régions du rêve. Mais de même que nous ne rêvons pas les rêves que nous rêverions de rêver, les rêves réels ne sont qu'une étape et il va falloir creuser. Le rêve est quelque chose qui va se creuser indéfiniment. Donc, si vous voulez, les oppositions simples d'où part le surréalisme, opposition entre le rêve et la réalité, entre l'automatisme donc, et le volontaire, ces oppositions vont peu à peu faire place à des échelles qui seront beaucoup plus subtiles. Et ceci va avoir lieu même en ce qui concerne cette valeur fondamentale qu'est dans le surréalisme, surtout pour Breton, l'amour. C'est-à-dire que, de même que nous ne rêvons pas les rêves que nous rêverions,
de même qu'il y a un rêve du rêve, de même nous n'aimons pas comme nous aimerions aimer. Nous aimons bien sûr, hein, et nous voyons Breton qui est fasciné, mais à partir du moment où il rencontre une femme, il y a la projection, si vous voulez, d'une conduite amoureuse idéale. Une conduite amoureuse qu'il aimerait avoir et à laquelle la femme qu'il rencontre ne se conforme jamais complètement. C'est-à-dire, c'est ce qui nous explique que cet amour qui est toujours en principe unique, eh bien, va se présenter sous diverses formes. Cet amour qui devrait tenir tête à tout va pourtant comporter des fissures. Alors, il y a, en opposition avec l'amour que nous vivons effectivement, et qui est déjà magnifique, bien sûr, il y a la constitution de l'amour que l'on aimerait. Et vous voyez bien que chez Breton, les différents amours qu'il rencontre, les différents amours qu'il a vécus, vont servir de matériaux peu à peu pour constituer une structure qui serait l'amour qu'il voudrait vivre véritablement. Ainsi, au moment même de l'amour, nous avons une opposition entre l'amour tel qu'il est vécu et puis l'amour tel qu'il se rêve, tel qu'il se projette. Et évidemment, il y a beaucoup de difficultés pour Breton à admettre ces échelles. Si vous voulez, une grande difficulté pour Breton à admettre le travail dans le rêve, le travail dans l'amour. L'amour n'est pas ce que Breton voudrait qu'il soit. Donc, il y a à l'intérieur de l'amour chez Breton, à l'intérieur de cette valeur si forte, il y a encore des tabous qui subsistent. Dans l'acte charnel lui-même, il y a quelque chose qui se projette au-delà de sa réalisation. Si vous voulez, pour Breton, ça s'arrête trop vite. Il rêve d'un amour charnel qui pourrait se prolonger indéfiniment. Une étreinte dont on ne se réveillerait pas, dont on ne se relèverait pas. Et nous avons déjà vu l'image, la forme que cela peut prendre chez lui, la forme de l'amour suicide. Rappelez-vous cet épisode de Nadja, dans lequel, lorsqu'il se promène en voiture avec Nadja à côté de lui, Nadja voudrait le précipiter, et Breton, à partir de ce moment-là, on voit très bien que c'est à partir de cet épisode que Breton prend véritablement peur de Nadja. Alors, à l'intérieur de l'amour qu'il va rencontrer dans la nuit du tournesol, il y a un certain nombre de fissures qui vont se produire. Cet amour qui est à bien des égards l'amour rêvé, puisque c'est la promenade rêvée, bien des années auparavant, dans le poème Tournesol, et que, à l'intérieur de ce cadre, à l'intérieur de cette scène, c'est une femme qui réalise les esquisses, c'est une femme qui est une femme aquatique, puisque Breton apprend dans la conversation qu'elle est non pas danseuse, mais qu'elle est nageuse, qu'elle fait un numéro sur la scène à l'intérieur d'un immense aquarium. Elle nage en pleine lumière, c'est véritablement le salon au fond d'un lac, ça, c'est la maison de sel, la maison qui est semblable à un cube de sel-gemme. Et pourtant, eh bien, il y a des aspects dans cet amour dont Breton n'est pas véritablement satisfait. Et
quelles sont les contradictions qui subsistent à l'intérieur de cet amour si magnifique qu'il soit, si fou qu'il soit. Eh bien, il y a dans cet amour charnel quelque chose qui, pour Breton, quelque chose qui reste trop terre à terre. Il y a des aspects qui lui déplaisent et qui viennent évidemment de son éducation. Sa libération par rapport aux tabous familiaux n'est évidemment pas complète. La transmutation des valeurs ne s'oppose évidemment que peu à peu, et cela va gâcher certains moments de son existence avec Jacqueline, avec celle qui est l'ordonnatrice de la nuit du tournesol. Breton se rend bien compte, à partir de ce moment-là, qu'il n'est pas lui-même aussi libéré qu'il le voudrait. Nous savons bien depuis le début que Breton n'est pas l'homme qu'il voudrait. Il n'est pas l'homme qu'il voudrait parce qu'il se sent mal, il se sent mal né. Il est né dans un monde d'ennui, d'ignominie, de corruption. Et il est né dans ce monde de mauvais parents, d'une mauvaise mère. Donc, Breton a besoin de renaître. Breton se rêve autrement. Et Breton a l'impression qu'il est dans la bonne voie, qu'il marche vers cette libération. Mais il se rend compte aussi que cette révolution dont il rêve, elle doit être aussi dialectisée. La révolution surréaliste n'est pas la révolution, n'est pas encore la révolution véritable. Non seulement la révolution politique, bien sûr, mais ce n'est pas encore la révolution mentale véritable. Breton se rend compte par conséquent que tout ce qu'il fait n'atteint pas à la transparence rêvée, que tout ce qu'il fait serait à partir de ce moment à repenser, parce qu'il n'est pas suffisamment libéré lui-même pour pouvoir libérer les autres comme il voudrait les libérer. Ainsi, au lieu de passer la porte d'un seul coup, il va falloir, si vous voulez, mettre le temps de son côté. C'est lorsque Breton est à Tenerife avec sa femme qu'il se rend compte qu'il n'est pas lui-même ce qu'il voudrait être, et ceci d'une façon très précise. Il se rend compte qu'il n'est pas l'amant qu'il voudrait être. Il y a une image, si vous voulez, il y a une espèce de surmoi amoureux qui se débat à l'intérieur de tous ces surmois parentaux, ces surmois répressifs contre lesquels il va lutter. Alors, c'est lorsqu'il se trouve, il nous raconte, il se promène, il va vers le sommet du pic du Teide à Tenerife. Sommet qui sera l'image pour lui du point central qu'il cherche. Et là, il se souvient d'un parc botanique, d'un jardin botanique qui l'émerveille. Dans toute cette partie sur les îles Canaries, les plantes jouent un rôle très important. Alors, nous avons déjà parlé du rôle de la botanique chez Breton et du rêve que peut représenter la botanique. Si j'aime beaucoup Genève, c'est parce que pour moi, entre autres choses, c'est la ville de la botanique. C'est un des endroits les plus beaux de Genève. Pour moi, c'est son jardin botanique que je ne manque pas de visiter à cette saison. Et vous voyez bien que le nom de Genève est lié étroitement à cet aspect du jardin. Il vous suffira de l'orthographier de cette façon. Eh bien, Breton découvre dans les Canaries
à l'ombre de ce symbole, de ce paradis qu'il cherche, un paradis, un Éden, un paradis tropical, qui est le jardin avec ses fleurs étranges. Et à l'intérieur de ce jardin, il y a un arbre particulier, il y a beaucoup d'arbres qui l'intéressent, mais il y a un arbre à l'ombre duquel il s'installe, un arbre qui s'appelle le datura, et qui est un arbre dont certaines espèces sont venimeuses et vénéneuses et peuvent donner des drogues hallucinatoires. Et cet arbre, ce datura, j'ai la chance dans ma maison de Nice d'avoir un superbe datura, et je pense toujours à Breton lorsque je vois cet arbre fleurir. Cet arbre, de temps en temps, se met à exploser en centaines de fleurs blanches qui ont la forme de grands liserons, si vous voulez, pendus. Et Breton va comparer ces fleurs du datura, les lointaines lampes trop blanches du datura. On croit voir, éclatantes de pâleur, des robes du soir suspendues en l'air. C'est tout au fond du jour ou de la nuit, n'importe, quelque chose comme l'immense vestibule de l'amour physique, tel qu'on souhaiterait le faire sans s'y reprendre jamais. Un amour physique qui durerait interminablement, sans qu'on ait besoin d'aller manger entre-temps. Comment ne pas se surprendre à vouloir aimer ainsi au sein de la nature réconciliée? Elles sont pourtant là, les interdictions, les sonneries d'alarme, elles sont toutes prêtes à entrer en branle, les cloches de neige du datura, au cas où nous nous aviserions de mettre cette barrière infranchissable entre les autres et nous. Amour, seul amour qui soit, amour charnel, j'adore, je n'ai jamais cessé d'adorer ton ombre vénéneuse, ton ombre mortelle. Un jour viendra où l'homme saura te reconnaître pour son seul maître et t'honorer jusque dans les mystérieuses perversions dont tu l'entoures. Sur ce banc, à l'école du Palétuvier, je sais bien que je ne suis que cet homme tout enfant. Il n'est pas véritablement l'amant qu'il voudrait être. Et pourquoi? Parce qu'il y a une partie de l'amour qu'il ne réussit pas à regarder véritablement en face. Il y a une réalité de l'amour qui, par rapport à laquelle il conserve un tabou considérable. Il y a l'interdiction des parents, si vous voulez, qui va se trouver ici. Je n'ai pas réussi encore à obtenir du génie de la beauté qu'il soit tout à fait le même avec ses ailes claires ou ses ailes sombres, qu'il fulgure pour moi sous ces deux aspects à la fois dans ce que j'aime. L'enfant que je demeure par rapport à ce que je souhaiterais être n'a pas tout à fait désappris le dualisme du bien et du mal, et ceci va vouloir dire exactement la différence à l'intérieur de l'amour physique entre ce qu'il estime bien et ce qu'il estime mal. Il ne réussit pas à regarder en face ce problème du bien et du mal. Vous voyez que ici, le thème biblique du jardin est suivi extrêmement près. Le datura devient ici exactement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et du bien et du mal à l'intérieur de l'amour. Eh bien, dans un autre passage de ce chapitre sur le pic du Teide, nous voyons Breton éprouver une grande émotion à propos d'autres plantes. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de la botanique de Breton, mais je veux vous lire un passage à cause de l'éclairage que ce passage va nous donner sur les malheurs amoureux de Breton au chapitre suivant. Breton se souvient qu'il a vu une course de taureaux. Et des petits-enfants regardaient cette course de taureaux. Les petits-enfants de la terrasse n'avaient Dieu que pour le sang.
On les avait menés là sans doute dans l'espoir qu'ils s'accoutumassent à le répandre, aussi bien le leur que celui d'un monstre familier, dans le tumulte et l'étincellement qui excusent tout. Faute de pouvoir encore répandre le sang, ils répandaient le lait. Entre les floraisons martyres des cactées, dont de conserve avec la cochenille et la chèvre, ils veillaient à ne laisser à bonne distance des routes aucune palette intacte. Vous voyez ces haies de cactus, ce qu'on appelle les cactus à raquettes ou les figuiers de Barbarie qu'on trouve tout autour de la Méditerranée par exemple. Il n'est rien comme ces plantes exposées à tous les affronts et disposant d'un si terrible pouvoir de cicatrisation pour entretenir la pensée de la misère. S'érige ici le chandelier à 100 branches d'une euphorbe, à tige aussi grosse que le bras, mais 3 fois plus longue, qui, sous le choc d'une pierre lancée, saigne abondamment blanc et se macule. Les petits-enfants visent de loin cette plante avec délice, et il faut convenir que c'est la plus troublante merveille que celle de la sécrétion ainsi provoquée. Rien de plus impossible que de ne pas y associer à la fois l'idée du lait maternel et celle de l'éjaculation. La perle impossible point et roule inexplicablement sur la face tournée vers nous de tel ou tel prisme hexagonal de velours vert. Le sentiment de culpabilité n'est pas loin. Invulnérable dans son essence, la touffe attaquée rejaillit toute neuve à perte de vue du champ de pierraille. Ce n'est pas elle qui a le plus souffert de la souillure. Qui a le plus souffert de la souillure? Ce ne sont évidemment pas les petits-enfants des Canaries qui, eux, s'en donnent à cœur joie. Celui qui a souffert de la souillure, c'est évidemment Breton lui-même. Il y a dans l'image de cette plante grasse, ce chandelier, n'est-ce pas, qui saigne blanc, il y a quelque chose qui rappelle, qui fait ressortir chez Breton de vieux interdits. Cette plante va lui rappeler aussi bien sa mère que son père. Rien de plus impossible que de ne pas y associer à la fois l'idée du lait maternel et celle de l'éjaculation. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi j'ai repris spécialement ce passage-là, parce que nous allons voir Breton vivre un défaut de l'amour. Comme on parle du défaut d'une vitre, ou du défaut d'un cristal, du défaut d'une céramique. Eh bien, dans la substance lumineuse et transparente de l'amour qu'il vit avec l'ordonnatrice de la nuit du tournesol, il y a des défauts qui sont là. Il y a une distance qui s'introduit à l'intérieur de cet amour entre l'amour qu'il voudrait vivre, l'amant qu'il voudrait être, et l'amour qu'il vit en réalité, l'amant qu'il est en réalité. Si vous voulez, Breton se déçoit. Et Breton a beaucoup de mal à admettre sa propre déception par lui-même. Il y a des moments, nous dit-il, où Vénus elle-même est blessée. Et il reprend une légende grecque sur Vénus qui est blessée par Diomède. Et cette blessure de Vénus évoque ces moments où ça va mal entre les deux amoureux. Ces instants noirs où l'amour bat soudain de l'aile et se laisse tomber sans aucun ressort au fond du gouffre, d'où il remontera ensuite en ligne droite, me semble devoir être considéré fixement et sans peur, dans la mesure même où, par un comportement approprié, l'homme peut aspirer à les réduire dans le cadre de sa vie. De même que, avec des techniques, comme inspirées par exemple de celles d'Hervé de Saint-Denis, et des techniques, les techniques qui sont mises en pratique à l'intérieur du groupe surréaliste, on pourra réussir à avoir des rêves qui seront de meilleurs rêves que ceux que nous avons aujourd'hui. Les rêves que nous avons aujourd'hui étant terriblement abîmés par la société qui nous entoure, il va falloir faire la révolution, non seulement pour que la vie soit semblable à un rêve, mais non seulement pour que les journées soient semblables à des rêves, mais aussi pour que les rêves soient enfin semblables à des rêves, parce que les rêves que nous avons aujourd'hui ne sont que des pis-aller. Et il faut par conséquent transformer les rêves eux-mêmes.
Mais de même, il va falloir transformer l'amour lui-même. Il faut trouver des techniques pour déjouer les pièges mortels dans lesquels les amoureux tombent à certains moments. Il importe en particulier qu'il sache à quoi s'en tenir sur une incompatibilité soudaine qui se révèle entre lui et l'objet de son amour. De quoi s'agit-il? Il s'agit des fâcheries. Les deux amants, un beau jour, se mettent à se disputer. Quel dommage! Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de filer un amour sans mélange, sans nuage? Eh bien, pour vivre cet amour bien supérieur à celui qu'on vit en réalité, il faut naturellement connaître toutes sortes de choses. Il faut par conséquent s'attacher à ces petits ennuis, à ces petits défauts et essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Cette incompatibilité soudaine admet-elle des causes profondes qui minent depuis longtemps l'amour, ou est-elle le produit d'une série de causes occasionnelles sans rapport avec l'amour? Si ces fâcheries sont l'expression, le symptôme d'une déchirure profonde qui va s'élargir de plus en plus, évidemment c'est très ennuyeux. Mais nous savons bien que c'est cela qui va se passer. Au bout de quelques années, Breton et Jacqueline vont se séparer. Si au contraire, c'est un piège superficiel, et que l'amour reste intact, alors on se trouve beaucoup plus près de cet amour que l'on voudrait vivre. Et ici, il y a un point qui est extrêmement important. Je me désintéresse ici du premier cas, j'écris l'amour fou. Donc, puisque je suis en train d'écrire l'amour fou, mon livre étant, lui aussi, une structure qui s'est constituée peu à peu, mais qui prend corps de plus en plus fortement. Ce livre va avoir un poids considérable. Comme j'ai déjà donné à ce livre, dans ma tête, le titre d'Amour fou. Il y a déjà l'organisation des différents mouvements qui est là. Je ne peux pas faire comme si cet amour allait se déchirer. Puisque je suis en train d'écrire l'amour fou, ce livre qui naturellement ne sera jamais le livre qu'il aurait rêvé tout à fait d'écrire, mais qui est, là aussi vous le comprenez bien, un livre qui se constitue peu à peu. Tous les livres qu'il a déjà écrits ou tous les livres qu'il lit vont servir peu à peu à Breton pour constituer cette structure de livre à laquelle l'existence quotidienne va permettre de se réaliser pratiquement, de se réaliser concrètement. Ici, Breton a la chance, si vous voulez, et Jacqueline Breton a la chance, ils ont la chance qu'il est en train d'écrire l'amour fou. Et donc, la structure même du livre entre ces deux hypothèses, est-ce que nous ne nous aimons plus ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait superficiel, va lui faire choisir la seconde, va lui faire décider qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait superficiel qu'il va essayer d'élucider de cette façon-là. Alors, vous voyez ici que la littérature, on voit très bien ici comment la littérature et les structures littéraires qui se mettent en place peu à peu vont être des talismans, on peut dire, fondamentaux pour Breton. Il va falloir mettre au point des techniques pour rêver des rêves plus beaux que ceux que nous rêvons actuellement. Eh bien, la technique fondamentale, finalement, pour Breton, c'est d'écrire des livres. Et il va falloir aimer mieux que nous ne sommes capables d'aimer jusqu'à présent, et cet aimer mieux, ça va être dans tout
si vous voulez, dans toute l'étendue de l'amour. C'est-à-dire, il va falloir non seulement être un amant plus courtois, plus fidèle, etc., mais il va falloir même physiquement avoir des possibilités plus grandes que celles qu'il a en réalité. Et la littérature est pour lui, et on peut dire que c'est quelque chose qui est très général dans la littérature amoureuse et dans la poésie amoureuse, la poésie amoureuse a entre autres choses comme but d'augmenter les capacités physiques du poète ou du lecteur. Et ici, on voit très bien comment pour Breton, il y a, vous vous souvenez, de même que l'écriture automatique est une technique qui permet de passer outre à une inhibition d'écrire qui faisait que pour écrire le poème Forêt Noire, il lui avait fallu 6 mois. De même, ici, l'écriture d'un texte comme L'amour fou est quelque chose qui va lui permettre de passer outre à des inhibitions qui se trouvent à l'intérieur même de ce qu'il voudrait vivre comme amour fou. Inhibitions qui sont des inhibitions morales, bien sûr, la présence inquiétante des parents, mais qui sont aussi, ces inhibitions morales ont des résultats qui sont physiques. Breton rêve d'avoir un corps, non seulement d'avoir un esprit qui fonctionne mieux que le sien ne fonctionne à ce moment-là, mais cela va jusqu'au corps. Breton rêve d'avoir un corps qui soit capable de prouesses amoureuses, si vous voulez, plus grandes que celles dont il est capable à ce moment-là. Breton, donc, se déçoit et l'écriture du livre est un moyen de tourner cette déception. Alors, il nous raconte une histoire et que je vais vous résumer. Le 20 juillet 1936, vers 3 heures de l'après-midi, l'autocar nous avait déposés tous deux à proximité d'une petite plage des environs de Lorient. Nous savons que Lorient, c'est l'endroit où habitent ses parents. D'ailleurs, nous allons retrouver ses parents tout à l'heure. Une petite plage des environs de Lorient, le Fort Bloqué. Déjà, ce nom, Fort Bloqué, est tout à fait caractéristique. Le Fort Bloqué, c'est celui que Breton craint d'être. Il est fort, il est beau, il est solaire, il a une magnifique chevelure, etc. Mais, de temps en temps, il est bloqué. Et ça, c'est très désagréable. C'est très imprudent de sa part d'aller se promener dans un endroit qui s'appelle le Fort Bloqué. Et en effet, ça va être une promenade catastrophique. Nous n'avions pas choisi de nous rendre là plutôt qu'ailleurs. Le premier départ de voiture avait été le nôtre. Le temps continuait à être menaçant, comme depuis notre arrivée en Bretagne, aux jours de tempête et de pluie près. Moins d'une semaine plus tôt, nous nous étions déjà laissés porter vers cet endroit de la côte où ne semblait guère dans de telles conditions devoir s'aventurer que nous. Ceci est très important parce que 8 jours auparavant, Breton et Jacqueline avaient déjà fait la même promenade. Et par conséquent, ils connaissaient déjà un peu tout ça, ce qui rend beaucoup moins surprenant les événements qui vont être racontés par la suite. Et la mer est loin, il s'ennuie. La marche sans but bien déterminée sur le sable sec se fit très vite pour moi assez décourageante. Au fur et à mesure que nous avancions, l'ingratitude profonde du site qui se développait sans aucunement se renouveler prenait un tour poignant, dont les propos, pourtant de plus en plus vagues, que nous étions amenés à échanger, se ressentaient. Il voit des oiseaux, et ces oiseaux l'agacent terriblement. Ils marchaient l'un à côté de l'autre d'abord, et puis ils s'écartent de plus en plus. Je ne vois aucune difficulté à reconnaître qu'en ce qui me concerne, j'étais de plus en plus mal disposé. Ce jour allait-il bientôt finir? La présence d'une maison, apparemment inhabitée à une centaine de mètres sur la droite, vint ajouter encore au caractère absurde, injustifiable, d'une évolution comme la nôtre dans un tel décor. Cette maison de construction récente n'avait rien pour elle qui pût consoler l'œil de son isolement.
Elle donnait sur un assez vaste enclos s'avançant vers la mer et délimitée, me sembla-t-il, par un treillis métallique, ce qui, vu la prodigieuse avarice du sol en pareil lieu, me produisit, sans que je m'attardasse cependant à l'analyser, un effet lugubre. Et cela va de plus en plus mal, il a envie de rentrer, mais évidemment, Jacqueline, elle ne veut pas rentrer. À ce moment-là, n'ayant plus d'excuses pour reculer, je repris ma première direction à contre-cœur. Le fossé entre nous s'était encore creusé. Impossible d'échanger une parole, de passer l'un près de l'autre sans détourner la tête et allonger le pas. Cette situation paradoxale ne fit qu'aller en s'aggravant jusqu'aux environs immédiates d'un petit fort désaffecté que nous contournâmes chacun de notre côté, mais moi cette fois par la mer. Sans doute mon malaise atteignait-il son comble à découvrir dans l'enceinte même de ce fort 2 ou 3 hommes qui s'étaient arrêtés de faucher un carré de blé dérisoire pour nous suivre de l'œil alternativement. L'homme avec une faux, évidemment, c'est un symbole bien connu, hein, c'est le symbole de la mort qui est particulièrement sinistre, ici, dans ce petit fort qui s'oppose au grand fort bloqué. Une fois qu'ils laissent ce fort derrière eux, qu'ils ne le voient plus, tout va beaucoup mieux, le paysage devient beau et ils se retrouvent, ils s'aiment toujours. De retour à Lorient, chez les parents, il raconte sa promenade, en omettant bien entendu de faire état de ce qui s'était passé entre eux. Et voilà que les parents disent « Oh, mais comme c'est intéressant !» Vraiment, nous étions passés si près de la villa du Loc, la maison de Michel Henriot. À n'en pas douter, aux précisions qu'on me donnait, cette maison était bien celle que j'avais aperçue dans un brouillard qui n'était que le mien, flanqué du pire terrain vague, et c'est toute cette affaire criminelle des plus singulières, des plus pittoresques, qui se reconstituait sous mes yeux. Certes, en son temps, elle avait fait grand bruit, mais je n'avais cessé d'être depuis lors à 1000 lieues d'y penser, et il m'était impossible de déceler la moindre association d'idées qui m'eût incliné à me la retracer récemment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de Michel Henriot? On me remettait dans la mémoire les péripéties de l'affaire du Loc. Une jeune femme tuée au moyen d'un fusil de chasse dans cette maison que j'avais entrevue. Son mari, Michel Henriot, fils du procureur général de Lorient, témoignant que le meurtre avait eu lieu en son absence, etc. Et puis peu à peu, on s'aperçoit que c'est ce Michel Henriot qui a tué sa femme, et Breton conclut, c'est là une belle page à la gloire de la famille bourgeoise. Et ensuite, on apprend que donc la villa s'appelle la villa du Loc. On apprendra à la fin que le petit fort a servi de maison à ce Michel Henriot et qu'il y a une plaque devant le petit fort qui dit que ce petit fort s'appelle le fort du Loc. Breton apprend d'ailleurs, entre autres choses, apprend non. Breton se remémore, d'après ce qu'on lui dit, que ce Michel Henriot était éleveur de renards argentés dans ce site perdu. Et il nous apprend que ces jours-là, il avait eu 2 livres à sa disposition. 2 livres concernant des renards, 2 livres anglais. Il voulait un livre, il se souvenait d'un livre concernant un renard, mais il ne savait plus exactement le titre. Alors des amis lui avaient donné 2 livres anglais concernant des renardes, le livre de Mereweb qui s'appelle La Renarde, et le livre de David Garnett, c'est celui-là qui intéressait Breton, qui s'appelle La femme changée en renard. Un très beau livre d'ailleurs dont je vous conseille la lecture. Et ces 2 livres, nous dit Breton, étaient de chaque côté de leur lit. Hein, vous voyez le lit à 2 places, avec une table de nuit de chaque côté, et les renards littéraires, ou plus exactement les renardes littéraires qui gardent les 2 amants. Vous voyez comment l'identification a pu se faire sans que Breton ait eu besoin de prendre conscience de cette affaire qui, refoulée, entre la femme renarde, sa femme renarde, et puis le fils du procureur,
Vous savez que le père de Breton, pendant un certain moment, a été gendarme, et que Breton a beaucoup souffert, et que ses ennemis le lui rappelaient de temps en temps. Alors, le fils du procureur, donc, a assassiné sa femme. Vous voyez en quoi la maison peut paraître sinistre à Breton. Exact, nous avons quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qui se passe avec la nuit du tournesol. C'est-à-dire que nous avons un piège, si vous voulez. Dans la nuit du tournesol, le poème, c'est une structure favorable. Et Breton les événements vont achever cette structure et ce sera le bonheur. Dans l'histoire du fort bloqué, c'est une structure défavorable. L'histoire de Michel Henriot de la villa du Loc frappe considérablement Breton et c'est une structure qui lui semble particulièrement défavorable. Cette structure particulièrement défavorable, il est normal qu'il la refoule. Mais évidemment, lorsqu'il se promène entre le fort bloqué et la villa du Loc, il reconnaît cette villa. Il a beau nous dire que les photographies publiées dans les journaux ne permettaient pas d'identifier cette villa, il est évident que toute cette structure est restée et que lorsqu'il passe, il se rend bien compte qu'il y a là quelque chose d'extrêmement défavorable et ses parents vont lui rappeler toute cette affaire dont peut-être il avait parlé avec eux. Dans toute cette affaire, il y a une structure poétique, nous dit Breton. Alors, on pourrait, en lisant le détail du texte, il y a toutes sortes d'éléments qui permettent l'identification maudite de Breton à Michel Henriot. Mais toute cette histoire est poétique, et elle est poétique en particulier à cause d'une caractéristique que vous aurez certainement remarquée, c'est à cause des rimes qui se trouvent à l'intérieur de l'histoire. C'est à cause du caractère, en quelque sorte, anagrammatique de l'histoire. En effet, vous avez la liaison étroite entre le nom de l'assassin, Michel Henriot, et l'endroit où cela se passe, à côté de Lorient. L'Henriot, Lorient, vous voyez que ce sont deux anagrammes et qu'il est extrêmement facile de passer de l'un à l'autre. Le nom de Michel Henriot, par conséquent, est étroitement lié au nom de la ville de Lorient où se trouvent ses parents. Ville de Lorient dont nous savons le caractère très émouvant pour Breton et le caractère profondément ambigu. La ville de Lorient étant à l'occident de Paris. Et Lorient pour Breton, vous savez que Lorient au sens vague, Breton n'est pas un orientaliste, mais l'Orient au sens général a une très grande importance pour lui, et la ville de Lorient où sont ses parents est une sorte de contrefaçon à l'Occident de l'Orient qu'il voudrait. Le Michel Henriot sera donc une contrefaçon de lui-même du côté des parents. D'autre part, vous avez remarqué évidemment les rimes qui se trouvent entre les noms des bâtiments. Le fort bloqué, le fort du Loc, la villa du Loc, le ruisseau du Loc. Vous avez cette syllabe Loc qui est à la fois dans bloqué et dans fort du Loc. Cette syllabe va prendre un caractère particulièrement sinistre. Tout simplement, le sens que cela a en français lorsqu'on l'isole, la loc, va donner à tout cela une sonorité, quelque chose de tout à fait sinistre. Alors, d'autre part, tout cela va être surdéterminé par l'émotion que Breton a eue aux Canaries peu auparavant, lorsqu'il a vu les petits-enfants qui s'amusaient avec les euphorbes. Il vous est facile de trouver dans l'euphorbe bloqué le mot euphorbe